Donc je passe maintenant la parole à M. Patrick Hachu, secrétaire général de la présidence. Patrick Hachu. Excellences, Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, distingués membres du RHDP, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, je voudrais rendre grâce à la Providence qui a voulu que je sois votre collaborateur. D'abord en tant que ministre des Infrastructures économiques, puis ces dernières années en tant que secrétaire général de la présidence de la République. Je voudrais vous traduire ici ma gratitude infinie et ma reconnaissance éternelle. Monsieur le Président de la République, après bientôt 3 ans, passé au quotidien avec vous, à cet instant historique, sans trahir les obligations de réserve liées à ma fonction, je sens le devoir de témoigner de cette proximité et de ce que j'ai appris. Que j'ai appris en termes de gestion de l'État, mais également de grandeur de l'homme que vous êtes. En termes de gestion de l'État, Monsieur le Président, j'avoue honnêtement que lorsqu'on est ministre ou lorsqu'on est dans l'administration, on se fait une idée de ce que c'est que la gestion de l'État. Parce qu'on vous voit au Conseil des ministres, on vous voit voyager, on vous voit dans des cérémonies, on vous voit dans des audiences, mais on n'a nulle idée de ce que c'est jusqu'à ce qu'on y arrive. Gérer l'État, Monsieur le Président de la République, est une chose extrêmement complexe et difficile. Depuis les relations internationales et la diplomatie, en passant par les questions de sécurité et de défense, pour en arriver aux questions de politique économique et sociale. Toutes ces questions importantes, denses pour l'avenir d'un pays, requièrent une attention, une expérience et un travail énorme. Monsieur le Président, je suis arrivé et je vous ai vu au travail avec Monsieur le Vice-président de la République sur toutes ces questions, mais au-delà, sur les audiences de chaque jour, sur les cérémonies, sur les voyages. Et j'ai commencé à me poser des questions. À 6 heures du matin, vous aviez répondu à tous les mails. Qu'ils soient envoyés à minuit, à 2 heures, à 3 heures, vous les avez tous lus. Avant 7 heures, vous avez lu plus de 20 journaux de la place publique, sans oublier que vous avez écouté les informations de 20 heures et de 23 heures. Vous avez reçu les éléments des renseignements que vous avez lus. Et comme vous le disiez tout à l'heure en le décrivant, c'est une tâche immense. Et là, véritablement, on commence à avoir une autre perception de l'État et de sa complexité. Et on habitait par une chose extrêmement importante, c'est l'humilité. Oui, on se rend compte que pour arriver à abattre une telle tâche, il faut une capacité de travail hors norme, il faut une rigueur, il faut de la méthode, mais il faut également de l'engagement. Il faut du dévouement que seul l'amour d'un pays vous donne. Monsieur le Président, j'ai été voir Monsieur le directeur de cabinet, Fidel, Ibrahim, Mas, et je leur ai dit, mais c'est comme ça ici, chez vous? Oui, parce que moi j'arrivais quand même, après les infrastructures, quelques années quand même, je me suis dit, bon,
Monsieur le Président, c'est inimaginable ce que c'est que la complexité de gérer un pays, surtout un État comme la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, au-delà de ça, de gérer le temps, tout ce temps, vous prenez le temps et vous avez le temps de l'empathie. Le moindre décès, du moindre collaborateur, le moindre anniversaire, tous les détails et les attentions les plus soutenues, vous n'en ratez aucun. Tout ce qui concerne vos collaborateurs, vous êtes auprès d'eux. Jamais de ma vie, Monsieur le Président de la République, je n'ai vu chose pareille. Et j'ai eu pour vous un immense respect. Monsieur le Président, ça va maintenant bien au-delà de ça. Ça, c'est le travail de tous les jours. Mais j'ai eu la chance, à vos côtés, d'aller à l'étranger, de voyager, de rencontrer des personnes. J'ai eu la chance inouïe d'assister à des audiences avec les plus hautes sommités de ce monde. Il m'est arrivé, avec vous, d'avoir des audiences privées avec des chefs d'État de très grands pays, à 3. Et à un moment donné, Monsieur le Président, à la vérité, je dois vous l'avouer, je n'entendais plus vraiment la conversation. Parce que je regardais dans les yeux de cette personne, vous regardez. Je regardais l'attention, l'estime, la considération qu'il avait pour vous, l'écoute. Et je me disais, mais c'est de mon président qu'il s'agit. J'ai dit, mais cette affaire est sérieuse. Et je rentrais chez moi à l'hôtel, tout habillé, et je marchais. Je marchais, je revenais dans ma chambre. Et je dis, mais c'est moi qui travaille à côté de ce monsieur. C'est-à-dire, Monsieur le Président, j'ai dit, mais quel grand bien ai-je pu faire au bon Dieu pour qu'il me donne tant de grâce? Monsieur le Président, j'ai eu la chance d'assister avec vous à des huis clos présidentiels. 7, 8 chefs d'État présents. Chacun parle, il prend la parole, il bavarde, et puis à la fin, vous prenez la parole. Vous faites la synthèse, vous donnez une orientation, et plus personne ne parle. C'est terminé. Mais, au-delà de la profondeur de vos propos, c'est le respect que les gens pourront pour vous. Le leadership qu'ils acceptent sans conteste et qu'ils vous reconnaissent. Et je suis là assis pratiquement sur une fesse parce que je regarde tous ces chefs d'État, vous me faites l'opportunité d'entrer et je me dis mais c'est pas possible. Je ressors, on est dans l'avion, vous parlez, mais président je vous entends pas, je suis encore au huis clos. J'ai dit, mais c'est le monsieur là qui est à côté de moi ici. Et nous, on s'amuse avec ça. Monsieur le Président de la République, j'ai vu des chefs d'État de grandes nations développées au monde, en Europe, alors qu'on devait nommer des gens à des institutions importantes du monde. Ce n'est pas des Africains qu'on nommait, hein, c'est des Européens. Vous appelez et dites, Monsieur le Président, nous souhaiterons avoir votre opinion. Nous voulons nommer des gens, vous connaissez les gens de ce monde, donnez-nous votre conseil. Donnez-nous votre avis. Monsieur le Président de la République, j'ai vu des chefs d'État du monde désireux de faire nommer un des leurs dans une institution. Vous appeler et vous dire, si vous ne faites pas campagne pour moi, je ne gagnerai pas. Et vous voir appeler des chefs d'État occidentaux
asiatiques, africains, pour dire mon candidat c'est celui-là, supportez-le. Et ce candidat a gagné. Monsieur le Président de la République, j'ai eu l'immense honneur, en allant avec vous à Washington, et c'est peut-être là que j'ai tout compris, de rentrer dans la salle du board, du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Impressionnante salle. 50 personnes assises autour d'une table en rectangle. Et ce jour-là, parce que vous reveniez à nouveau au fond, après l'avoir quitté depuis de longue date, on a organisé un conseil d'administration exceptionnel, extraordinaire, pour que vous puissiez dire 2 mots. Et vous vous êtes rassis à cet endroit-là, sur cette chaise, que pendant plusieurs années, vous avez occupée, pour présider ces réunions que vous présidiez toutes les semaines. Et j'ai vu ces personnalités assises, des Asiatiques, des Hindous, des Européens, des Américains, très peu d'Africains. Tous là, dans un silence de marbre, vous écoutant tenir des propos. Et on nous avait donné quelques tabourets à côté parce qu'on n'avait pas droit aux chaises. Il n'y a pas de chaises supplémentaires là-bas. Et on vous regardait. Je n'étais pas seul. On dit, mais c'est notre président ça. Et je me souviens, Monsieur le Président, lorsque nous sommes revenus à Abidjan, et qu'à l'issue d'un conseil des ministres, vous m'avez fait l'honneur de me donner la parole. En général, le secrétaire général ne dit rien au conseil, mais ce jour-là, vous m'avez fait l'honneur de me donner la parole pour que nous puissions exprimer un peu, nous fassions le compte-rendu, notre compte-rendu de mission. Et j'ai dit à mes ministres qui étaient là, à quel point j'avais été impressionné. Mais qu'avec le recul en regardant, ce qui me frappait le plus, c'était comment vous arriviez à les supporter. Oui, c'est-à-dire, je vois les ministres là, Abidjan, dans leur salle, ça bavarde, ça parle. Et j'ai dit, il a cette patience-là. C'est-à-dire, quand on a été aussi haut, avec de telles intelligences, fait de tels débats, sur l'état du monde, et qu'il faut venir s'asseoir là avec des gens qui se prennent pour je ne sais pas quoi, et puis pour parler d'une petite Côte d'Ivoire, un petit Abidjan, et de s'écouter parler quoi, c'est-à-dire s'écoute parler. J'ai apprécié une chose, Monsieur le Président, j'ai dit, ce monsieur a une grande humilité. Il a une grande humilité et il aime son pays. Parce qu'à chacun, vous avez la patience d'écouter et de lui donner l'impression que ce qu'il dit est très important. Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir fait une petite intrusion dans cette partie cachée de la vie de l'État et de la vie au sommet de l'État, mais je pense que les circonstances et le moment l'exigeaient. Oui, Monsieur le Président, c'est à ce moment-là, en passant ces quelques années au palais, que j'ai vu que occuper un poste de président de la République et exercer la fonction de président de la République, c'est deux choses. C'est deux choses différentes, qui n'ont rien à voir. Il y a des gens qui occupent un poste de président pour un mandat, et il y en a qui exercent manifestement cette fonction. Vous avez, de façon admirable, exercé cette fonction, en étant pour nous un modèle. Je voudrais vous en remercier sincèrement. Et du fond du cœur, pour tant d'amour pour votre pays. Alors, Monsieur le Président de la République, quand on a vu cette compétence, ce sens de l'organisation, ce sens du leadership,
ce réseau international où, quel que soit le problème qui survient ou les besoins de votre pays, vous êtes capable de lever un téléphone et il y a quelqu'un au monde que vous connaissez et que vous allez appeler et qui peut régler le problème en 48 heures. Peu de gens ont cette capacité, peu de gens ont ce carnet d'adresse. C'est pour ça, Monsieur le Président de la République, que lorsque vous décidez effectivement d'aborder ce sujet de votre départ éventuel, parce que vous n'êtes pas encore parti, de votre départ éventuel, vous l'avez déjà dit, vous l'avez répété aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions et sont inquiets. Parce qu'ils regardent cette nation, ils regardent d'où on est parti, si bas, où on est arrivé si haut, si rapidement, et on se rend compte maintenant pourquoi ce miracle a pu être possible. Personne d'autre que vous n'aurait pu le réaliser. Parce que vous étiez préparé à cette fonction et parce que vous vous étiez préparé à cela. Alors on regarde devant les défis et les enjeux qui restent et on se dit tous, avec inquiétude, avec angoisse, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour le pays? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Avec beaucoup de sincérité. On ne me remet pas en cause la noblesse de votre choix, qui naturellement, comme tout le monde l'a dit, vous grandit. Mais moi, je ne suis pas surpris parce que après avoir vu tout ce que j'avais vu, je n'avais aucune inquiétude que vous parviendrez à cette décision. Mais quand même, on se pose cette question. Et vous nous dites, il y a une équipe. L'équipe a été préparée. Et je pense qu'elle sera à la hauteur. Monsieur le Président de la République, nous voulons bien vous croire. Et nous pensons certainement que les compétences existent pour que, mises ensemble, en complétant les qualités des uns et des autres, nous ne soyons pas dans la situation de remplacer l'homme providentiel ou l'homme que la Providence nous a amené, que nous puissions ensemble, dans une union sacrée des capacités et de l'enseignement que vous nous avez donné, essayer d'être à la hauteur de l'espérance que vous avez donnée aux Ivoiriens. Cette équipe-là, elle existe, oui. De nombreuses compétences existent au RHDP, mais la vraie question, Monsieur le Président, ce n'est pas l'équipe, c'est qui conduit l'équipe. Les hommes de compétences existent, mais tout manager sait que c'est la qualité de la personne qui est en charge de diriger l'équipe qui fait le succès. Qui sait où on met quel joueur, à quel moment, en fonction de quel adversaire, pour obtenir quel résultat. Si on se trompe, l'équipe échoue. Alors nous, Monsieur le Président, il nous faut choisir, naturellement, celui qui aura en charge de diriger cette équipe. Pas vous. Nous. Pas vous. Vous pouvez vous donner votre avis, mais avec conviction. Nous devons choisir ce chef pour qu'il tire sa légitimité de nous et qu'il ait notre engagement total pour obtenir les résultats d'une mission complexe que nous aurons amenée. Pour ce qui me concerne, parce que chacun doit se prononcer, Monsieur le Président, je fais partie de ceux qui, au cours des dernières 20 années de l'environnement politique de notre pays, a été aux affaires, et donc qui connaît pratiquement toutes les personnes de notre génération, à l'intérieur de notre parti comme à l'extérieur de notre parti. Et je peux vous affirmer sans aucune hésitation, avec la conviction la plus intime, qu'il n'y a personne qui soit à même de relever ce défi en dehors d'Amadou Gon Coulibaly.
Monsieur le Président de la République, si votre choix rejoint le nôtre, c'est tant mieux. Mais c'est notre intime conviction. Le ministre Amadou Gon, je l'ai connu au début des années 90. Le ministre Amadou Gon Coulibaly, je l'ai connu au début des années 90 alors qu'il était au BNET et moi-même travaillant dans le secteur privé avec des relations et de grands projets avec l'État. Et nous avons eu des relations de travail. Dès le premier jour, son intelligence pointue ne m'a pas échappé. Mais je pense que la mienne aussi ne l'a pas échappé. Oui, oui. On a eu un petit accrochage là, on s'est testé. J'ai dit oui, ça c'est un gars. Mais je me suis dit, il a dû se dire la même chose. Et depuis ce jour, nous sommes ensemble. Nous avons été au gouvernement du président Gbagbo à préparer ce combat qui devait nous amener au RHDP, puis véritablement à la victoire de 2010, cette campagne que nous avons faite ensemble. Mais nous avons été également dans les moments difficiles du Golfe, dans le doute, dans l'angoisse, dans l'inquiétude, ne sachant pas ce que demain serait, mais soudés et liés, en sachant que nous nous battions pour la bonne cause. C'est dans ces moments-là qu'on forge des moments durs, forts. C'est dans ces moments-là où l'intérêt le plus important qui est votre vie, vous savez faire passer l'intérêt collectif avant votre intérêt individuel pour préserver cette vie. Et nous avons franchi ce moment et puis, en tant que ministre des Infrastructures économiques et lui, secrétaire général de la présidence, en bonne intelligence, nous avons travaillé pendant les 5 premières années de 2011 à 2015 pour réaliser tous ces ouvrages que vous avez vus, ensemble, hebdomadairement. Nous le voyons, nous discutions. Déjà au Golfe, nous avons préparé le PPU, le programme présidentiel d'urgence. Et nous avons continué. Aujourd'hui, en tant que secrétaire général de la présidence, lui en tant que chef du gouvernement, nous sommes également toujours dans ce travail pour lequel vous nous servez de modèle et qui consiste à rêver pour notre pays. C'est ce que vous nous avez demandé. Rêvez pour votre pays. Faites mieux que nous n'avons fait. Monsieur le Président, je voudrais ici, devant cette auguste assemblée, vous faire le serment que, et j'utiliserai un mot que vous avez utilisé, qui moi m'a marqué lorsque vous avez pris la parole à Yamoussoukro, avec votre humilité légendaire. Vous avez dit, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai donné le meilleur de moi-même. Ces 10 ans de bilan que je viens de vous donner peut-être ne pas être suffisant. Peut-être qu'on peut faire mieux. Mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Monsieur le Président, à cet instant, je voudrais vous faire la promesse et le serment que si j'ai la chance d'être partie prenante de l'équipe à côté du Premier ministre qui sera chargé de conduire le pays, vers ce grand destin, Et quand je le dis, je me revois encore dans un huis clos. C'est étrange. Je suis dans la réalité en même temps dans le virtuel avec vous. Dans ce grand huis clos où vous avez tenu tête au leader du plus grand pays de la sous-région pour lui dire en 2 mots que la Côte d'Ivoire à nouveau était debout et qu'il fallait qu'il le prenne en compte. Ce jour-là, Monsieur le Président, j'ai ressenti une fierté à nulle autre chose égale. Je me suis levé et je me suis dit, cet homme-là, il mérite que nous nous sacrifions pour lui. Et que de son vivant, il voit se réaliser ce rêve qu'il a préparé. Ce qui fait de vous le grand homme, ce n'est pas ce que vous avez bâti. Ce n'est pas ce que vous avez réalisé en 10 ans. Ce qui fait de vous ce grand homme irremplaçable et qui est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est qu'au-delà de faire tout cela, vous avez eu pour souci constant de préparer l'équipe qui préservera cet héritage et le fera grandir après vous. Peu de grands chefs ont songé à ça et l'ont fait. C'est pour ça qu'ici et maintenant, je vous fais le serment que nous resterons soudés, qu'aucun intérêt individuel ne prévaudra et que ensemble,
et que ensemble, avec toute cette assemblée ici réunie et ce grand RHDP que vous avez créé, nous ferons votre fierté et nous ferons votre rêve. Je vous remercie.